Émission TV, le miroir du monde. La libération des cieux Benjamin Wenga et Modeste Makabuza. Signalons que la décision judiciaire ayant condamné ces deux messieurs leur a expressus verbis privé le droit à la remise des peines et la libération conditionnelle. L'article 5 de l'ordonnance présidentielle numéro 20/150 du 30 décembre 2019 portant mesures collectives de grâce présidentielle exclut au bénéfice tous les prisonniers condamnés pour des faits de détournement des deniers publics et ou de corruption. De ce qui précède, la lucha exige la démission du ministre de la Justice et le retour de ces deux prisonniers à Makala et exige en même temps que l'arrêté du ministre soit retiré de l'exécution. La dissolution de la coalition FCC Cash. Le président de la République a dissous la coalition fin 2020. La population en avait même jubilé. Nous avons par contre enregistré certains antivaleurs lors de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mme Janine Mabunda. Plusieurs accusations de corruption de part et d'autre avaient alimenté la presse. Faut-il mettre fin à une coalition pour composer avec les mêmes têtes qui étaient traitées de corrompus? L'union sacrée ne doit pas être une sorte de purgatoire ou une blanchisserie pour ceux qui ont contribué à la faillite de notre société. 12 millions de dollars américains pour la session extraordinaire. Nos bureaux d'âge prouvent noir sur blanc qu'ils ne sont là que pour leur ventre au détriment de la population. Dès son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi s'est engagé à mettre fin aux violences dans la région. Il a ainsi lancé des opérations militaires le 30 octobre 2019 en vue de protéger les civils et neutraliser les assaillants qui insécurisent la région. Le bilan, depuis 30 octobre 2019, notre mouvement a comptabilisé 1206 civils tués à Beni et a noté une expansion des tueries vers le secteur des Ronzeries. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Communiqué. Situation sécuritaire et nos militants aux arrêts à Beni. Le 31 décembre 2020, 22 habitants de Ringeti en territoire de Beni ont été décapités à l'arme blanche près de leur village. Le lendemain, des affrontements armés sanglants au village Losse faisant 21 morts. Le 4 janvier 2021, une attaque armée au village de Mwenda a fait 22 morts. En seulement 5 jours, soit du 31 décembre
2020 au 4 janvier 2021, au moins 65 de nos compatriotes ont été tués par la plupart en l'arme blanche dans la région de Béni. Depuis 2014, la région de Béni est secouée par une série de massacres, pillages, enlèvements, incendies de maisons et véhicules, dont les auteurs et leurs motivations réelles ne sont pas connus avec exactitude. Cette insécurité est à la base de la mort, essentiellement à l'arme blanche, de plus de 5 000 civils, au kidnapping des centaines de civils, à l'incendie des villages et véhicules et des commerces, au déplacement des populations vers des entités relativement sécurisées, à la difficulté d'accès aux champs, principale activité économique locale, et à la destruction du tissu social et économique local. Dès son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi s'est engagé à mettre fin aux violences dans la région. Il a ainsi lancé des opérations militaires le 30 octobre 2019 en vue de protéger les civils et neutraliser les assaillants qui insécurisent la région. Le bilan: depuis 30 octobre 2019, notre mouvement a comptabilisé 1206 civils tués à Béni et a noté une expansion des tueries vers le secteur des Ronzeries et une partie de la province voisine de l'Ituri, des zones jadis calmes. Plutôt que d'arrêter des tueries et de neutraliser les assaillants, les opérations militaires ont dispersé les assaillants sur des zones assez vastes, continuant à massacrer des civils à leur passage. Qui tente et appelle des actions fortes, notre mouvement appelle urgemment les autorités compétentes à revoir et renforcer les opérations militaires dans la région. Malgré les espoirs suscités et les promesses faites autour des opérations militaires lancées le 30 octobre 2019, triste est de constater que les FARDC et la MONUSCO n'arrivent toujours pas à mettre fin aux tueries. Du côté des FARDC, on constate fréquemment des réponses tardives face aux alertes sécuritaires de la population. L'étouffement des initiatives locales, la concentration des opérations dans un seul axe, une forte implication dans les activités économiques, dont vente de cacao, la production de braises et consorts. La complicité avec les assaillants dans le chef de certains éléments et le manque de moyens de la guerre. La MONUSCO, quant à elle, elle est restée égale à elle-même. Très passive, inopérante, en dépit d'un mandat offensif dont dispose la brigade d'intervention de la MONUSCO. Ainsi, il faut de toute urgence renforcer les FARDC présentes dans la région de Béni en troupes, en logistique et en moyens financiers conséquents en vue de leur permettre de poursuivre des opérations militaires en profondeur. Installer des ceintures de sécurité autour des agglomérations et des routes, ainsi que développer des moyens de réponse rapide aux alertes de la population. Associer et accompagner des initiatives locales d'appui à la sécurisation des entités insécurisées. Plusieurs jeunes locaux ont émis le vœu de participer à la sécurisation de leur village aux côtés des FARDC. Plutôt que de les réprimer, il vaut mieux les accompagner. Identifier et écarter des opérations les officiers et militaires des rangs qui font preuve de complicité avec des assaillants ou de détournement de fonds destinés aux opérations militaires. Interdire et sanctionner sévèrement des actes de pillage des biens des civils, d'implication des militaires dans l'exploitation des ressources forestières ou toute autre activité économique. Relever la MONUSCO dans la région de Béni par une force militaire régionale ou internationale active et la renforcer en troupes et en moyens avec pour mandat d'assurer la protection effective des civils, traquer
les auteurs des massacres aient stabilisé la région de Beni sur le modèle de l'opération Artemis à Ituri. À nos compatriotes de Beni de pouvoir garder la foi et espoir pendant ce moment tragique de notre histoire. Que ce désespoir ne donne pas cours à la violence et manque de collaboration avec nos forces de sécurité. C'est en agissant ensemble que nous aurons raison sur l'ennemi. Rendre la justice, le point B, rendre justice aux victimes des massacres de Beni. Malgré l'ampleur des horaires de Beni et la durée qu'elles ont jusque-là les autorités congolaises peinent toujours à clarifier avec exactitude qui en sont les auteurs des tueries à Beni, quelles sont leurs motivations et qui sont les véritables commanditaires. Cela rend pratiquement difficile tout processus de justice. Par ailleurs, les autorités s'emploient à persécuter ceux qui dénoncent la persistance des tueries ou agissent à leur niveau pour survivre. 8 de nos camarades arrêtés le 19 décembre lors d'une manifestation appelant au départ de la MONUSCO sont toujours détenus, jugés en procédure de flagrance devant un tribunal militaire. Nous avons collectivement une dette de justice envers les habitants vivants et morts de Beni. Cela passe notamment par 1. Une enquête indépendante, impartiale, transparente et rapide pour établir les faits et les responsabilités sur les tueries, les mutilations et les kidnappings, les destructions ainsi que les pillages perpétrés dans la région de Beni depuis 2014, ainsi que la poursuite en justice de leurs auteurs. 2. L'arrêt de la campagne de persécution contre ceux qui se plaignent publiquement de la poursuite des massacres et ceux qui agissent à leur niveau pour assurer la protection de leurs familles ou villages. C. Renforcer la solidarité nationale et citoyenne avec Beni. Malgré leur gravité, les massacres de Beni semblent ne pas retenir l'attention de l'opinion publique congolaise et internationale. Aucun hommage national ou une forme quelconque de solidarité de la nation n'a jamais été exprimé aux milliers de morts tombés pourtant à cause de l'irresponsabilité de nos autorités. Il est important de garder à cœur cet épisode douloureux de notre histoire. Nous souvenir de ce massacre odieux afin qu'il ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Honorer la mémoire des victimes, renforcer la solidarité nationale et citoyenne avec les survivants. Nous estimons pour ce fait qu'il est important que, premier tiré, toutes les victimes soient identifiées par leur nom et un mémorial érigé pour que jamais elles ne soient oubliées et que les générations présentes et futures s'y recueillent à temps à temps. Le 2 octobre de chaque année soit reconnu et commémoré comme la journée du souvenir pour Beni. En attendant que les politiques s'y intéressent, nous pouvons commencer en tant que citoyens à commémorer cette date. Que la journée du 16 et 17 janvier soit déclarée journée de deuil national. Nous y travaillons et invitons tous nos compatriotes à observer une attitude de deuil pour ces 2 jours symboliques. C'est au nom de la mémoire collective que nous sommes appelés à construire. D. Fournir l'assistance humanitaire aux rescapés des massacres et à la population locale. Chaque attaque dans la région de Beni fait des déplacés, des sans-abri, des orphelins, des veuves. Ils manquent de tout et viennent souvent se confiner dans des familles d'accueil qui elles-mêmes n'ont pas assez de ressources à cause notamment du non-accès aux zones de production et à un climat d'affaires hostile. Il est ainsi urgent, 1. D'apporter une assistance humanitaire multiforme et urgente aux rescapés directs des massacres avec une attention particulière pour des personnes vulnérables, dont les femmes, les enfants et les personnes vivant avec handicap. 2. Réduire sensiblement les frais de scolarité, les frais de prise en charge médicale. Déclarer officiellement la zone de Beni comme sinistrée, avec pour conséquence une exonération fiscale totale ou partielle des activités socio-économiques des habitants de la région. La subvention par l'État de la production, la transformation et la commercialisation de certaines filières agricoles
filières agricoles afin de pallier aux problèmes du chômage et de pauvreté. Chers compatriotes, en vue de témoigner notre solidarité avec nos compatriotes de Béni et pousser les décideurs à mettre en œuvre ces recommandations, nous vous appelons à soutenir et à observer 2 jours de deuil national pour ce 16 et 17 janvier. C'est seulement en nourrissant le sentiment d'appartenance à une même nation, d'un destin commun, que nous allons faire face à ces ennemis de la paix qui sèment terreur et désolation dans notre camp. Nous avons le même destin, la même âme, le même Congo. 2. Les questions politiques et sociales de l'heure. Chers compatriotes, comme vous le constatez depuis fin 2020, notre pays est secoué par des agitations politiques sans précédent, causant plus de problèmes que de solutions pour nos populations, en dépit de la pandémie à coronavirus qui bouleverse l'humanité tout entière. En cette nouvelle année, nous avons une pensée émue aux compatriotes victimes de la Covid-19 et d'une insécurité encore persistante. 1. La dissolution de la coalition FCC Cash. Le président de la République a dissous la coalition fin 2020. La population en avait même jubilé. Nous avons par contre enregistré certains antivaleurs lors de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mme Janine Mabunda. Plusieurs accusations de corruption de part et d'autre avaient alimenté la presse. Des accusations venant des députés eux-mêmes, et certains en avaient reconnu publiquement dans certains médias avoir perçu de l'argent. La Lucha s'est dit très préoccupée car les mêmes méthodes que M. Joseph Kabila et son régime utilisaient continuent d'être appliquées par le nouveau régime. Curieusement, personne ne s'en plaint. Disons que l'injustice reste un délit, peu importe contre qui et par qui elle est commise. Faut-il mettre fin à une coalition pour composer avec les mêmes têtes qui étaient traitées de corrompues? L'union sacrée ne doit pas être une sorte de purgatoire ou une blanchisserie pour ceux qui ont contribué à la faillite de notre société. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, des outres se rompent, le vin se répand, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et les outres se conservent. La Bible. 2. 12 millions de dollars américains pour la session extraordinaire. Le bureau d'âge prouve noir sur blanc qu'ils ne sont là que pour leur ventre au détriment de la population. Les 2 rubriques qui fâchent dans ce budget. 1. La rubrique rémunération. Comment comprendre une institution qui perçoit mensuellement les frais de fonctionnement demande 8 millions pour le fonctionnement d'un seul mois? Cela paraît une sorte de détournement intellectuel. 2. La rubrique organisation des élections du bureau. Encore un détournement. Le bureau d'âge peut nous dire combien l'élection de la déchéance du bureau de Mme Mabunda a coûté pour qu'on en arrive à 500 000 dollars juste pour le bulletin qui ne coûteront, pour l'impression du bulletin qui ne coûteront même pas 400 dollars. Pour la Lucha, il nous faut un État dans lequel le train de vie des institutions est drastiquement réduit. Cela est valable pour des institutions nationales que provinciales ou locales. De la taxation illégale et inopportune du RAM. La Lucha s'est déployée depuis 2018 pour obtenir le rabais des tarifs de communication et l'amélioration de la qualité des services de communication dans notre pays. Dans ce cadre, nous avions entrepris des démarches significatives auprès des autorités, mais à ce jour, nos correspondances au président, au gouvernement et à la RPTC sont restées sans suite. Ce qui dénote du mépris absolu de ces autorités vis-à-vis des citoyens porteurs des revendications sociales et économiques. Par ailleurs, en date du 17 octobre 2019, le ministre de Pété-Antique, M. Augustin Kibassa, nous a répondu à une lettre de la Lucha que la Lucha avait adressée aux autorités de régulation des postes et des télécommunications RPTC
Dans sa lettre, le ministre comprenait l'importance de notre démarche demandant une réunion tripartite avec le gouvernement, les télécoms, ainsi que la Lucha, bien entendu, pour traiter des revendications soulevées par les consommateurs des services de télécom. Il est donc surprenant, étonnant et écœurant de constater que son même ministre qui donnait espoir à nos revendications se ligue aujourd'hui avec d'autres personnes pour rançonner davantage la population avec une taxe de 7 $ par an pour enregistrement des appareils téléphones. Une taxe ne doit pas davantage paupériser les populations ou les citoyens, alors que les téléphones sont frappés de la TVA à leur achat dans les magasins, y compris chaque minute d'appel de communication que nous effectuons, la TVA est relevée. L'État doit cesser de se comporter en prédateur social, mais en protecteur des citoyens. Cette problématique soulève certains questionnements, entre autres. 1. Pourquoi payer une taxe auprès d'un service qui n'est pas connu par les usagers? Savons tous que dans ce pays, seul l'Office congolais de contrôle qui est habilité de juger et d'apprécier la conformité d'un produit, de le détruire s'il s'avère impropre, périmé ou contrefait. 2. Le gouvernement ne rassure jamais dans la perception d'argent. Les cas sont saisissants, à l'occurrence celui de GoPass. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, avec le RAM, ça sera différent? Pourquoi 3. Pourquoi cette cacophonie entre le ministère de la PTNTIC et l'ARPTC? Le premier soutient que les 7 $ constituent une redevance, donc une taxe, alors que le second parle d'une prise en charge des travailleurs et de leur équipement. Cette confusion participe à entretenir le doute des consommateurs de la téléphonie. 2. Pourquoi le RAM bénéficie d'un contrat de gré à gré sans être une situation exceptionnelle? Là, nous pensons qu'il y a aussi fraude et corruption dedans. 3. En fait, les clauses du contrat entre l'ARPTC et le 5C Energy n'ont jamais été publiées dans le journal officiel. Au regard de tous ces questionnements, il est clair que RAM est une énième escroquerie sans traçabilité et par conséquent, notre mouvement exige du gouvernement la fin du monnayage de ce service. 4. Enfin, la libération des condamnés du procès dit de 100 jours, la libération des messieurs Benjamin Wenga et Modeste Makabuza. Signalons que la décision judiciaire ayant condamné ces deux messieurs leur a expressus verbis privé le droit à la remise des peines et la libération conditionnelle. L'article 5 de l'ordonnance présidentielle numéro 20/150 du 30 décembre 2019 portant mesures collectives de grâce présidentielle exclut au bénéfice tous les prisonniers condamnés pour des faits de détournement des deniers publics et ou de corruption. De ce qui précède, la Lucha exige la démission du ministre de la Justice et le retour de ces deux prisonniers à Makala et exige en même temps que l'arrêté du ministre soit retiré de l'exécution. D'aucuns ne s'étonnent. Comment prétendre lutter contre la corruption en remettant ces mêmes acteurs qui ont pratiqué la corruption ou le détournement en liberté sans gêne? Les sanctions devraient être exemplaires à tous. Avec l'affaire Dieudonné Lobo, où en sommes-nous avec l'affaire de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption prise dans le sac, dans le dossier Access Bank? Où en sommes-nous avec l'affaire Milice Kingabwa? Voilà, chers compatriotes, nous vous remercions d'avoir accordé votre attention à notre communication. Que vive la République, que vive la Lucha. Fait à Kinshasa le 12 janvier 2020 pour la Lucha, la cellule de communication. Alors, on va permettre aux journalistes de soulever les inquiétudes, les questions.
allé en Afrique, nous avons suivi un émissaire éthiopien qui était venu à la RDC pour solliciter l'appui du Congo par rapport aux problèmes qui se passent au niveau à l'Est. Et vous évoquez évidemment que la RDC a été sollicitée pour participer au conflit qui oppose l'Égypte et l'Éthiopie autour du barrage de Renaissance. Je pense que c'est ce que vous voulez soulever. Bon, ce qu'il faut dire que l'Union africaine, c'est une institution panafricaine qui a été faible dans les actions. Elle est effective dans les déclarations politiques, mais pendant 60 ans, on a vu l'Union africaine n'a pas réussi à résoudre un seul cas de conflit qui oppose des pays. Et se limite à condamner, à saluer ou alors à demander des mises en œuvre des résolutions, mais qui ne sont pas effectives sur le terrain. Et donc, la solution à la question de l'Est passe premièrement par l'implication du gouvernement congolais et l'implication des communautés locales. On tient à le mentionner, parce que c'est important que les Congolais, y compris ceux qui vivent dans la région de Béni, soient associés à la recherche de la solution. D'abord, qu'il y ait un leadership fort en RDC qui va évidemment mettre en place des réformes dans les services de sécurité, l'armée et les services de renseignement pour identifier qui sont réellement ces personnes qui continuent à tuer les gens pendant 6 ans aujourd'hui et qu'il n'y ait pas un engouement assez fort des autorités congolaises. Et pourquoi ils le font? S'ils sont des ADF NALU d'origine ougandaise, pourquoi n'est-il pas en Ouganda? Ils préfèrent venir tuer au Congo. Tu vois, ce sont des questions qui peuvent être résolues d'abord par le leadership congolais et puis par la suite, on peut entraîner les mécanismes régionaux et plus tard les mécanismes africains. L'avantage de la présidence de l'Union africaine, c'est que le président peut asseoir sa présidence comme priorité le rétablissement de la paix à l'est du pays, ou bien le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs. C'est au président de la République congolaise de décider qu'est-ce qu'il va faire de son mandat. Mais attention, son mandat sera sous la baie de la culture. Donc il ne faut pas aussi oublier l'objectif ou bien les thèmes qui va caractériser son mandat auprès de l'Union africaine. Mais moi je note qu'il faut qu'il y ait des engagements assez sérieux qui seront transmis ou bien qui seront transformés en actions concrètes sur le terrain. Et nous, dans notre proposition, on a toujours dit qu'il faut démanteler la MONUSCO dans son format actuel pour mettre en place des troupes composées des éléments régionaux qui ont des liens culturels et des liens sociaux avec le Congo. Je l'ai toujours rappelé, et nous rappelons souvent, un Indien n'acceptera jamais de mourir pour le Congo. Mais je crois que Tanzanie peut mourir pour le Congo parce que nous partageons les mêmes liens sociaux et culturels. Donc la solution, c'est renforcer le système sécuritaire congolais, à lever tous ces éléments de FARDC qui sont impliqués de près de loin dans l'affairisme militaire, qui sont des rapports sont en train de sortir, ils sont en train de distribuer des armes aux groupes armés, vous l'avez sans doute vu il y a une semaine. Et donc il faut qu'on assainisse l'armée congolaise. C'est important, c'est le premier point, et le président a un rôle important à jouer dedans. Pour le reste, c'est aussi l'implication des citoyens congolais. Nous, on a toujours été étonnés de voir qu'on peut tuer 20 personnes à Béni, qu'à Kinshasa, on ne sent pas une ébullition de la population qui est touchée par ce qui se passe à Béni. Voyez-vous? Mais quand George Floyd est tué aux États-Unis par la police, par la violence policière, c'est tout le monde qui est émerveillé, qui veut participer à la campagne George Floyd, Black Lives Matter. Mais pourquoi, quand il s'agit de nos propres compatriotes, nous n'avons pas ce sentiment de participer? C'est pourquoi nous, on a fait cette communication pour vous sensibiliser. À travers vous, on sensibilise la population pour que les gens prennent conscience des problèmes qui se posent sur notre propre territoire. Que les habitants de Béni ont droit à la sécurité comme nous et ils sont des Congolais comme nous. Et les enfants qui sont devenus orphelins, qui ne peuvent pas l'éducation, ont droit d'aller vivre en paix et de vivre avec leurs parents parce que c'est de eux que sortiront les dirigeants de demain. Et si on doit les sacrifier comme ça, ce serait injuste de notre part et la responsabilité collective que nous partageons doit être questionnée. De ce qui concerne les ordonnances, cher Félix. Sur la communication, sur l'utilité de ces taxes. Voilà. Je pense le mieux serait que les citoyens puissent être associés à cette démarche. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réveiller et exiger à un individu de payer pour quelque chose qu'il ne connaît même pas. Et nous avons nos représentants, qui sont des élus du peuple, les députés nationaux.
ils n'ont jamais été associés pour que une telle aventure soit appliquée dans notre pays. Vous savez, ce qui concerne l'argent, ce qui a trait à l'argent, à la trésorerie nationale, c'est le budget national. Et le budget est en fait étudié au niveau du Parlement. Et il n'est pas souhaitable qu'un gouvernement puisse se réveiller le matin et exige une taxe sans aller au Parlement pour donner le soubassement et avoir l'approbation de cette chambre ou de ces deux chambres, donc du Parlement en fait dans la globalité. Là, c'est vraiment une entorse. Quand vous voyez le budget de 2021, est-ce qu'il y a la rubrique que l'argent sera perçu des rames et versé dans le trésor public? Voilà des questions qui fâchent, qui démontrent effectivement que c'est une arnaque, que c'est une escroquerie de mauvais goût. Et l'opportunité même. Il y a plusieurs questions qui sont pendantes. On vous dit non, vous devez payer. Nous voyons des communications, mais des communications pour sensibiliser en fait des gens. Mais en réalité, nous devons faire des contre-communications pour que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas payer ça. Ils ne peuvent pas payer. Mais malheureusement, nous avons l'impression que les autorités sont déjà trempées dans cette histoire-là parce que c'est une question d'argent. C'est une question d'argent pour vider les Congolais de leurs moyens de survie. Et ces gens-là, donc ces autorités, vont s'enrichir derrière le dos des populations. Il y a plusieurs questions, comme je l'ai dit, sur ce dossier des rames. On vous dit que vous devez payer le 7 $ par an pour un téléphone, par exemple, qu'un Congolais moyen a acheté à 100 $. Donc, disons mathématiquement, 5 ans après, quand je paye 7 $, c'est 35 $. Et avec le téléphone que j'ai acheté à 100 $, ça fait 135 $. Le téléphone qui coûterait 5 ans après, probablement à 50 $ parce qu'il est amorti, mais je dois débourser plus de 135 $ pour ce téléphone. En plus de ça, la traçabilité, l'argent, ça va où? On va vous dire non, c'est pour mettre des Wi-Fi dans des places publiques et tout ça. Dans des pays ou dans des cieux, il y a des amis qui sont sortis du Congo, où il y a effectivement des Wi-Fi dans des espaces publics. Ces pays-là avaient recouru auprès des consommateurs pour qu'ils payent taxes afin qu'ils installent les Wi-Fi dans des espaces publics ou dans des universités. Non. Donc, c'est une escroquerie. C'est le RAM bis. En fait, c'est le GoPass bis. Et il y a aussi d'autres taxes, même maintenant le Covid. GoPass, nous payons chaque jour, même celui qui est né aujourd'hui doit payer avant de quitter l'aéroport pour un autre aéroport, que ce soit local ou national. Mais cet argent, on nous avait dit que c'est pour faire des aéroports. Jusqu'à aujourd'hui, aucun aéroport n'a été fabriqué, en fait, construit. Et ça, c'est dommage qu'aujourd'hui, les Congolais vont rester naïfs à cautionner cette bavure. C'est tout de même avec les ordonnances dont nous demandons qu'on rapporte. C'est aussi cette histoire de RAM, on doit aussi les rapporter. Malheureusement, parce que c'est M. Tshisekedi qui est au pouvoir, et tous les Congolais semblent être d'accord avec lui dans des violations flagrantes des lois à chaque jour. Ce n'est pas normal. On doit être juste à tout moment et en toutes circonstances. On ne peut pas dire non, c'est parce que Fatou Béton qui le fait, alors nous pouvons fermer les yeux. Mais non. Voilà, chers journalistes. En fait, c'est vrai, mais le ministre avait signé l'arrêté. Ce sont des arrêtés ministériels, en fait. Le président de la République a gracié des gens. Certainement, il y a eu une malhonnêteté de la part du ministre. Voilà pourquoi nous nous en prenons au ministre. La malhonnêteté du ministre, parce qu'il a mis certainement des gens qui ne pouvaient pas être retirés, ou soit libérés ou graciés dans la liste de cet arrêté. Vous voyez, la responsabilité, en fait, incombe au ministre et non au président de la République. Mais au président de la République, seulement de voir, effectivement, avec quel genre d'homme il est en train de travailler. C'est là où nous pensons qu'il peut lui-même aussi tirer ses collaborateurs des oreilles pour que ces genres de pratiques ne se reproduisent plus. Mais ça, c'est insignifiant pour l'instant. C'est que nous exigeons que le ministre puisse démissionner. Et puis, les gens qui sont en l'air actuellement rentrent dans l'enclos de Makala. Ça sera justice et ça sera simple. Parce qu'on ne peut pas lutter contre une corruption en entretenant les corrupteurs et les détourneurs des deniers publics. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Donc, et là,
ça démontre effectivement une justice à double vitesse. Parce que nous supposons qu'il y a d'autres Congolais qui ont détourné, qui ont volé, qui sont en prison, mais n'ont pas bénéficié de cette grâce. Mais pourquoi seulement ces deux messieurs? Personnellement, je ne les connais même pas. La louche ne les connaît même pas. Mais ce sont des questions que nous nous posons. Et ça révolte, ça devrait révolter toute personne épris de paix et de justice. Voilà notre inquiétude. Alors pour compléter, Jacques, on ne demande pas la démission du vice-ministre parce qu'on ne l'aime pas. C'est pas ça. C'est parce qu'il a commis une faute. Et dans un état normal, lorsque l'autorité commet une faute, de lui-même, il doit se retirer. C'est ça aussi le changement que promet l'Union sacrée, j'espère. Lorsque quelqu'un a une responsabilité, n'arrive pas à la mettre en œuvre telle que prévue par la loi, il doit abdiquer. On ne devait pas nous passer le temps à communiquer sur la demande d'une démission. Il devait de lui-même, à partir du moment où il a constaté qu'il a commis une faute. C'est ça aussi le changement. Et nous, en tant que citoyens, en tant que lucha, on doit pousser pour que les valeurs républicaines soient mises en œuvre. On a poussé Tundaka dans la sortie. Mais pourquoi lui, on doit le protéger? Il faut qu'il parte aussi. C'est ça aussi le jeu démocratique. Lorsqu'on commet une faute, pour laquelle on est payé d'ailleurs, hein, il est payé par les citoyens, et lorsqu'on commet une bourde politique ou bien judiciaire, il doit partir. Ce n'est pas parce qu'on est contre sa personne ou bien sa tête ne nous plaît pas. C'est parce que c'est la logique dans un état normal. Qui est encouragé par la démocratie. Et donc, si le président, d'ailleurs, il avait promis d'aller s'installer à Beni quand il faisait campagne, il a renouvelé la promesse d'aller s'installer à Goma quand il était là il y a 2 mois. Donc, nous l'encourageons de réaliser ses promesses ou bien ses engagements électoraux, d'aller s'installer à Beni. Peut-être sans présence sur le terrain, va lui permettre de percevoir les réalités locales qu'il a difficile à saisir à partir de Kinshasa. Et sa présence va motiver les éléments. On l'a démontré que les éléments n'ont pas de logistique, ne sont pas payés, ils ne sont pas bien traités. Donc sa présence peut permettre qu'on améliore rapidement les conditions de nos militaires, mais aussi de dissuader tous les Congolais, il faut les noter, qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce qu'on appelle la rente du conflit. Il faut le noter quand même. Il n'y a pas que des ADF. Il y a des Congolais qui se trouvent dans les business autour du conflit. Donc si le président tient à bras le corps la question du Beni, globalement de l'Est du pays, il doit aller s'installer à l'Est. Ça fait du bien aussi pour un président de ne pas rester seulement dans la grande ville de Kinshasa et d'aller à l'itinérance avec les populations locales. C'est une façon aussi de la proximité de la gouvernance par le président de la République. Et donc s'il le fait, nous on va l'encourager et nous allons lui permettre notre soutien. Comme on l'a fait sur Ebola, on a bien joué un rôle sur Ebola, on a sensibilisé les citoyens locaux pour participer à la riposte d'Ebola. On l'a fait aussi pour Covid. Et si le président le veut, on va encore le faire. Nous, on le fait déjà à travers les propositions que nous faisons. Nous menons des manifestations localement à Beni, presque une fois la semaine, pour sensibiliser. Donc, notre disposition, elle est ouverte, elle est saisissable par les autorités qui veulent nous suivre. Ma Mission TV, le miroir du monde.